Vous écoutez Duo de Plume. Vous écoutez le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. Comment vas-tu, Cyril ? Super bien, il fait beau. Je suis ravi de faire ces enregistrements à chaque fois. Et on est parti pour cette deuxième saison bien engagée, donc je suis super content. Moi, de même. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ? On a prévu de parler des vilains, des méchants, des antagonistes de Bad bonne édition. guys. Exactement. Au sens large. Justement, alors on s'est posé diverses questions parce qu'il faut vous dire que quand on enregistre un épisode de Duo de Plume, on fait déjà l'épisode avant en off et au bout d'un moment, quand on parle depuis 20 minutes sur le sujet, on dit bon, on va commencer à enregistrer. On a un épisode, c'est bon. c'est exactement ça. Et on se posait déjà la question de deux questions. La première, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un méchant ? On va dire comme ça, un méchant ou un antagoniste, et justement... Plus précisément, est-ce que pour faire une bonne histoire, il faut forcément qu'on ait un antagoniste ou un méchant ? Voilà. Et vous l'avez déjà entendu dans ces premières phrases, on emploie antagoniste et ou méchant. Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'on doit en faire une ? Petite introduction, définition, je dirais. Mm-hmm. Alors pour toi, Cyril, un méchant... Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui le différencie de l'antagoniste ? Alors pour moi, le méchant est un antagoniste. L'antagoniste inclut les méchants, les vilains, le tueur d'un thriller ou d'un policier. Voilà. La cible à abattre, dirons-nous. Ouais. Donc d'une manière plus généraliste, cet antagoniste, cette idée d'antagoniste ou de vilain, c'est toute entité qui va à l'encontre de l'objectif de notre personnage principal. Donc pas nécessairement un humain ou un être incarné. Oui, c'est pour ça que je dis entité, oui. Parce que tu peux imaginer, je sais pas, un film catastrophe ou une histoire de survie. Et le personnage qui essaye de survivre, qui est le bon de l'histoire, lutte contre les éléments, la nature, la tempête, la tornade, qui va être l'entité opposante, donc l'antagoniste. Absolument. Et ça, c'est vrai que c'est une opposition qu'on retrouve, penses-tu, dans toutes les histoires, ou est-ce qu'il peut y avoir des histoires où il n'y a pas du tout d'antagoniste ? Le silence, c'est pas ce que je cherche dans ma tête. Je pensais là immédiatement à la littérature blanche, où peut-être qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas d'antagoniste, ou en tout cas pas un qui est généralisé à l'ensemble de l'histoire, à l'ensemble de l'arc narratif, s'il y en a un. Mais on peut probablement en trouver dans chacune des petites composantes qui font l'histoire d'un livre ou d'un autre. Donc, réponse de Normand, oui et non. Oui, et puis après, c'est ce qui nous amène à est-ce qu'on peut considérer qu'un héros qui se met des bâtons dans les roues à lui-même ou qui est tiraillé entre un bon et un mauvais côté ou qui a un dilemme moral, est-ce que cette part de lui-même pourrait être considérée comme un antagoniste ? Alors on a eu cette discussion avant. Donc, oui, c'est pour ça, on refait l'épisode qu'on a déjà fait. On n'a pas répondu, spoiler alert. Mais du coup là je vais répondre, je pense que non. Je pense qu'on peut pas. Parce que... On ne peut pas considérer donc, que la part noire du héros, c'est en soi un antagoniste. Non, ça fait partie du héros. Et clairement, puis il y a je pense aussi. Il y a aussi l'idée que si tu veux réussir ton antagoniste, si on sort de mon exemple de la tornade, il faut donner un objectif précis, un but à atteindre à cet antagoniste. Donc si on parle du vilain d'une histoire, il faut qu'il ait un but qui soit suffisamment clair pour le lecteur pour comprendre l'intention, même si elle est méchante, du vilain de l'histoire. Comment, dans la même personne, tu peux avoir un but
qui va contre ton autre objectif, ta partie bien, pas bien. Oui, il y a des contradictions de personnages, etc., mais je pense pas qu'on arrive à le construire. Ou alors on fait une histoire très sur un personnage schizophrénique. Oui, ça c'est le truc classique, un petit peu, où on découvre. Mais j'imagine que dans un tel roman, on aurait une seule personne qui serait présentée comme deux personnes et dont on s'apercevrait à la fin que c'est une seule et même personne. Donc, et cette dichotomie, oui. Cette dichotomie, elle fait donc deux forces opposées ou deux pôles, un négatif, un positif, ou ça dépend comment on veut voir les choses, qui seraient suffisamment distinctes pour qu'on comprenne et qu'en tant que lecteur, on avance dans l'histoire. Mais d'une manière globale, donc ma réponse serait plutôt non, et ça va être une force opposante qui est différente du protagoniste principal ou du personnage principal. Alors, toi, dans ton œuvre, est-ce qu'il y a un méchant dont tu voudrais parler particulièrement, dans le sens où qui t'a soit donné du fil à retordre à écrire, soit que tu as particulièrement travaillé d'une certaine manière? Comment tu t'y prends pour d'autant que toi tu écris beaucoup de thrillers, donc on peut supposer que dans ce genre-là c'est un petit peu incontournable d'avoir une personnalité opposée et opposante au personnage principal. Donc parle-nous un peu de ta manière de faire. Oui, donc je fais de la littérature de genre, j'écris dans 3 genres pour l'instant. Le thriller policier, le fantastique ou young adult fantastique, et puis la science-fiction. Et dans les 3 genres, j'utilise des antagonistes forts. Dans les thrillers, c'est assez évident. Il y a, celui que j'écris actuellement, il y a un tueur particulièrement, et celui que j'ai déjà publié, Totem, il y a un vilain, méchant, à la limite du cliché, parce que c'est pas celui qui veut conquérir le monde, mais pas loin, et qui utilise tous les moyens à sa disposition pour y arriver, et qui s'oppose à une force qui est un enquêteur de police. Donc des trucs assez classiques. Est-ce que je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que dans le fait que tu dis c'est assez cliché, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait exprès, ou est-ce que tu t'es aperçu une fois le roman écrit ou le personnage posé qu'il était cliché? Qu'est-ce que tu entends par cliché? Référez-vous à l'épisode qu'on a enregistré sur les tropes et les clichés, mais certes. Le vilain cliché, c'est celui qui correspond exactement à tous les trucs et astuces, ou les trucs éculés qu'on a vus des vilains, les un peu les Marvel, quoi, les dessins animés, comics, les comics s'en servent beaucoup. Moi, Moche et méchant, il a. Ouais. Alors encore. Encore que c'est peut-être pas le meilleur exemple. Il a le cliché, il a tous les clichés. Il veut être maître du monde, il est super méchant, il est méchant dans toutes circonstances, etc. Mais il détourne un peu ce cliché pour le rendre attachant. Quand même. Parce que c'est le héros. Et c'est le but du truc. Donc finalement, ce qui est dangereux, c'est le cliché. Le méchant qui va faire tout ce qu'on s'attend qu'un méchant fasse, et rien d'autre. Il n'y a rien derrière. On ne sait pas pourquoi il le fait. C'est juste qu'il est méchant. Ça, pour moi, c'est cliché. Ouais. Et mon antagoniste principal dans Totem, il est border cliché. Il a beaucoup de choses, puisque il a un dessin qui est plus grand que lui. Il croit qu'il va faire le bien grâce à ça, etc. Et il n'hésite pas à faire des choses mauvaises, répréhensibles, non morales, amorales, contre l'éthique. Tu peux mettre tous les qualificatifs que tu veux. En gros, il tue des gens pour atteindre son but. Donc dans ce sens-là, il est cliché, mais tu en sors en lui donnant des caractéristiques plus attachantes qui permettent de le comprendre et qui permettent de le nuancer. Oui. Il y a un moment où, si tu veux le rendre intéressant, il faut que ton lecteur il se dise
Mais en fait, peut-être qu'il a un peu raison quand même. Peut-être qu'on pourrait faire des choses pour atteindre ce but-là. Alors oui, il dépasse un peu les limites, mais... Tuer des gens est une limite qu'on aimerait bien qu'il ne dépasse pas. C'est des questions qu'on peut se poser. Rappelons-le, ne tuer personne. C'est au cœur des discussions philosophiques modernes, de Kant et d'autres discussions. Bien sûr. Que de savoir si, pour sauver 5 personnes, est-ce que tu as vraiment le droit de tuer une personne ? C'est des questions qu'on réfléchit comme ça pour l'exemple, pour les réfléchir, mais qui s'appliquent en fait à plein de choses dans la vie courante, et donc par définition dans les histoires qu'on raconte. Parce que finalement, dans ce que tu dis, en dépit du cliché, il y a quand même un petit quelque chose que tu as construit dans ton méchant et qu'on voit très souvent dans la plupart des méchants, quelles que soient les œuvres, qu'elles soient littéraires ou télévisuelles ou cinématographiques, où ce méchant a 90% de noirceur et 10% on peut peut-être le rattraper, il est peut-être pas si mal et je peux m'attacher un petit peu, si je retraduis ce que tu dis. Bah ouais, alors carrément, il faut voir nos vilains, nos méchants, nos histoires comme des gens bien qui, à un moment, ont vrillé. Il y a un moment de leur vie qui a fait que... Est-ce que c'est obligatoire ? Non, mais c'est comme ça que je vois les choses. Mm-hmm. Parce que ça te permet de le rendre humain et compréhensible. Oui. Sinon, t'es dans le cliché. C'est le super vilain, il est comme ça, parce qu'il est comme ça. Moi, ça peut être efficace aussi, parce que alors, tu vois, en t'écoutant parler... Efficace, mais chiant. Je vais te donner un contre-exemple. Merci. Alors, je vais donner un contre-exemple qui, pour moi, est efficace. C'est Terminator. Où le méchant... Alors, pas le premier, le deuxième. Pour les gens qui ont vu Terminator. Est-ce que tu as bien identifié le méchant ? Alors, peut-être pas. Mais il me semble, puis je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mais en fait, l'image que j'ai en tête, c'est pour ça que je ne te dis pas le premier. Pas celui où c'est Arnold Schwarzenegger, le méchant. Mais dans le deuxième, Arnold Schwarzenegger revient pour les aider, aider l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle, et puis son gamin. Et Sarah Connor. Ouais, ça doit être ça. Et il y a un nouveau Terminator, vachement plus sophistiqué, plus puissant que l'ancien Terminator, qui est donc Schwarzenegger, qui vient pour les tuer, et Schwarzenegger, qui était méchant dans le premier, devient gentil et doit les protéger. Et ce méchant-là, mais tu vas sûrement me corriger, parce qu'en plus, je pense que tu le maîtrises beaucoup mieux que moi, ce film, mais il me semble que ce méchant-là, tu sais, qui se régénère tout le temps, il a une flaque, et puis il redevient un bonhomme, et puis avec son regard tout droit, et puis il leur court après, et son objectif dans la vie, c'est de tuer Sarah Connor et son fils, et jusqu'à la fin, c'est ça. Et il me semble, contrairement au premier Terminator, où à la fin, on arrive à avoir une once d'humanité dans le méchant qui finalement, je crois, il se sacrifie pour pas les tuer, enfin il y a un machin comme ça. Dans le deuxième, sauf erreur de ma part, il me semble que non. À chaque fois, toute l'intrigue est construite sur... il y a une scène, il a failli les tuer, ils s'en sont sortis à 2 mm, ils ont cru qu'il l'avait écrabouillé sous un camion, et puis pas de chance, comme c'est un Terminator super sophistiqué, il fait une flaque, il ressort dessous le camion, il se régénère et il se remet à leur courir après. Et il me semble que c'est ça pendant tout le film, jusqu'à ce qu'enfin il trouve le moyen d'éliminer le machin, non ? Alors c'est ça pendant tout le film, effectivement. Et à la fin, il y a un truc où il devient gentil ? Non. Le problème, c'est que tu n'as pas identifié le bon vilain. C'était pas lui ? Non. Fichtre, c'est qui le vilain de Terminator ? C'est Skynet, c'est l'intelligence artificielle qui envoie ces robots, qui ne sont que des robots, et tu leur assignes une mission, puis ils font jusqu'à ce qu'ils aient plus de vie, en gros. Ah ouais, ok, alors je me souvenais... Alors, d'accord, donc autant pour moi, je regarderai à nouveau Terminator. Mais Skynet... Il y a quelque chose à rattraper dans Skynet ou c'est... Non, il y a moyen de comprendre pourquoi elle fait ça. Ok, elle fait ça parce qu'on l'a programmée pour faire ça, quoi. Pas du tout, elle fait ça parce qu'elle a déterminé par sa super intelligence que l'être humain était plus nuisible que bénéfique à la planète, et donc il faut l'éliminer. C'est froidement logique, puis c'est une logique qu'on peut tout à fait comprendre, sauf qu'on est les humains. Donc, Alors certes, mais on en revient quand même
alors j'ai mal identifié le méchant, mais alors maintenant que tu m'as aidé à identifier le méchant correctement, je repose ma question. Où sont les 10% positifs de Skynet ? Les 10%, ils sont dans le fait que tu peux comprendre qu'effectivement, l'humain est mauvais pour la planète. J'adore. Ouais. Et que elle, dans ce sens-là, elle a raison, l'IA. Son choix de solution, il est discutable. Ouais, c'est un peu radical, quoi. Mais ça nous montre aussi nos faiblesses et qu'il faut qu'on change quelque chose si on veut continuer à vivre sur cette planète en équilibre avec tout le monde. Donc, de ce côté-là, le fait que tu puisses comprendre les motivations de ton antagoniste, ça permet de l'humaniser, ça permet d'en faire quelque chose ou quelqu'un d'un peu moins méchant. Ouais, mais alors tu vois, enfin, et puis après on va arrêter de parler de Terminator, mais cela dit... Oui, il nous faut bien des exemples. Ouais, il faut bien des exemples, enfin on pourrait faire des exemples plus littéraires, franchement. Bon. En l'occurrence, même si mon souvenir était erroné, avoir identifié le méchant de cette histoire comme ce fameux Terminator indestructible qu'on cherche à détruire par tous les moyens et j'avais complètement oublié cette histoire de Skynet. Moi, je maîtrise pas Terminator, honnêtement. Je l'ai vu une fois il y a 1000 ans. À chaque fois que je mets mon t-shirt Skynet, ça te parle absolument pas, quoi. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais voilà, on se découvre petit à petit. Ah ouais, t'as un t-shirt Skynet ? J'ai un t-shirt Skynet qui me fait beaucoup marrer à l'heure où on a l'IA et on parle d'intelligence artificielle. Ouais, je suis passée complètement à côté. Alors moi, après, est-ce que c'est le moment où je te demande ta casquette EFF, c'est quoi ? Tu peux, mais ça n'a rien à voir avec non, ça n'a rien à voir, mais bon, j'ai eu les yeux dessus depuis le début de cet épisode. Ma casquette, c'est marqué EFF, c'est une association américaine qui défend les droits civils et les droits humains sur Internet. Electronic Frontier Foundation. Non, mais tu vois, c'était intéressant d'en parler. Oui, sauf que ça n'a rien à voir avec les chemins. Mais rien, mais bon, comme ça, voilà. Mais non, mais maintenant, je vais analyser tout. Parce que tu me fais peut-être passer un message depuis 2 ans avec ce Skynet que je n'ai pas pigé. Bref, pardon pour cette digression. Vous êtes sur du haut de plume, on dirait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça ne me choquait pas. Alors, ça ne me choquait pas d'envisager que le seul antagoniste de cette histoire soit cette espèce de méchant bas du front, et forcément, puisque c'est pas un humain, qui veut détruire la planète et en particulier nos héros. Et ça m'allait. Maintenant, il est clair que j'associe par le fait cette histoire à quelque chose d'assez basique, d'assez simpliste, qui est basé sur... voilà, il leur court après, il puisque tu es passé à côté de l'antagoniste de la subtilité principal. C'est pas une subtilité, c'est la raison d'être du film, enfin de la série en fait. Oui, alors j'entends, mais ça fonctionne aussi. Enfin, ça fonctionne d'une manière, moins subtile, mais ça fonctionne. Ça reste un blockbuster et puis un film d'action. Oui. Et puis, quand tu as ce dont on parlait en préambule, quand ton méchant n'est pas une entité incarnée, mais est les éléments qui se déchaînent, une nouvelle ère glaciaire ou je ne sais quoi, il n'y a pas de motivation positive. Sinon, en sous-jacent, dire... On peut discuter. Ouais, mais bon, la morale de dire... Parce que finalement, ce qu'il y a toujours en fond, c'est l'homme, c'est la faute de l'homme, en fin de compte. Et, on a une vision un peu centrée humain, effectivement. Ouais. On n'y peut rien, on est comme ça. Mais tu peux te dire... on parle de fiction et on parle d'interprétation des choses. Mais tu peux te dire que les tornades, alors si t'es poétique, c'est la planète qui se venge de tous ces maux qu'on lui fait subir. Tu peux aussi te dire que c'est une conséquence climatique de nos actions humaines. Oui. Et quelque part, du coup, ça la rend compréhensible qu'elle existe et qu'elle nous balaye à un moment donné. On l'a un petit peu cherché, on y est un peu à l'origine. Il y a toujours un moyen d'interpréter les choses comme ça. D'interpréter, puis dans ces cas précis, en effet, il y a un message sous-jacent dont l'antagoniste est le prétexte pour faire avancer le héros dans sa prise de conscience peut-être, ou dans son évolution, qui est un élément essentiel. Et on vous renvoie à notre excellent épisode sur la quête du héros. Mais dans ce cas-là, l'antagoniste est une sorte...
Alors j'allais dire de faire valoir, ce qui est absolument faux, parce que c'est pas un faire valoir, mais il va servir de prétexte à l'évolution du héros, mais pas avoir une existence tellement intéressante en lui-même. Eh bien... J'aime bien parce qu'on n'est vraiment pas d'accord d'un bout à l'autre sur cet épisode. Vas-y. Une de nos questions de départ, et qui va devenir un postulat, c'est est-ce qu'on a besoin d'un antagoniste pour faire une bonne histoire ? Oui. Moi, je pense que oui. Et du coup, on sort du faire-valoir. Et si tu veux rendre cet élément nécessaire à l'histoire intéressant, eh bien, il faut lui donner un peu plus de profondeur. Et donc, tu es obligé de sortir du faire-valoir et de lui mettre des valeurs, même si elles sont complètement foirées, de lui mettre des raisons, même si elles sont complètement foirées, d'un point de vue de l'éthique et d'un point de vue du côté du bien, etc. Mais tu es obligé de le rendre intéressant. Et puis, ça peut même être un piège, c'est-à-dire que tu peux tellement aimer rendre ton vilain intéressant que ça en devient le personnage principal et tu t'attaches moins aux qualités de ton personnage, ton protagoniste de départ. Ça, c'est un piège à éviter. Parce qu'il faut quand même le rendre tellement intéressant que on veut comprendre les choses et on lit aussi ce qu'il fait. On s'attend à des choses, on le caractérise. Mais il ne faut pas que ça dépasse la prédominance du héros principal de l'histoire, du protagoniste principal. Oui, sauf si c'est l'objectif de départ. À ce moment-là, c'est ton héros principal. Mais en l'occurrence, quand tu citais Moi, moche et méchant, c'est pour ça que je te disais, mais pour moi, en l'occurrence, il est faussement méchant pour qu'on s'aperçoive à la fin qu'il est gentil, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est pas le méchant. Enfin, c'est un des ingrédients. On y reviendra à comment réussir un bon vilain, un bon méchant. Mais un des ingrédients possibles, c'est de lui donner une capacité de repenti. Oui. Et de changer, de pouvoir changer. Lui aussi, comme ton personnage, ton protagoniste principal, il va avoir un arc narratif et une évolution. Et en fait, c'est l'intérêt de lire l'histoire que tu proposes, c'est de voir l'évolution de ton personnage. Lui aussi, le vilain, le méchant, l'antagoniste, il doit avoir un certain arc narratif, et une certaine évolution de son personnage. Et d'ailleurs, c'est vrai que je trouve que ces fins où les dernières images... images parce que ce qui me vient, c'est des films. Plus des films. Et je pensais à la fin alors un film qui date un petit peu, vous le savez, on a des références de vieux sur Du haut des plumes. Mm-hmm. Donc La couleur pourpre avec Whoopi Goldberg, c'est un des premiers rôles de Whoopi Goldberg. Donc je pense que ce film, il est des années 80, je pense, où c'est une jeune femme noire dans les États-Unis de la ségrégation et qui, pendant toute sa vie, il lui arrive tout un tas de misère et de problèmes, et notamment elle est mariée de force à un type absolument odieux qui la bat, qui est joué par Danny Glover, l'acolyte de Mel Gibson dans L'Arme fatale, qui joue incroyablement bien et qui est odieux pendant tout le film. Et t'as vraiment envie de le tuer pendant tout le film. Il est gratuitement, il est méchant, il est mesquin, il est abominable. Et à la fin, elle arrive à se libérer du joug de ce type. Et il y a une dernière image où, je ne sais plus, je crois qu'il lui achète... elle rêvait d'un magasin, etc. Et puis il lui achète. Et en fait, elle se rend compte, il est de l'autre côté de la rue. J'ai pas vu, je parle de films que je n'ai pas vus depuis 15 ans, ça se sent, comme Terminator. Mais il est un petit peu éloigné, elle est avec tous ses amis. Et il est là et il va pour s'approcher et il y a tous ses amis qui se mettent devant elle en le défiant du regard. C'est vraiment des scènes, il y a du non-verbal emblématique. En le défiant du regard, et il fait demi-tour et puis il la regarde de loin et en fait elle comprend que c'est lui qui a fait en sorte qu'elle puisse avoir ce magasin ou je sais plus quoi, et c'est exactement ce dont tu parlais, c'est le repentir, mais il est pas spécialement, on lui pardonne pas forcément, mais lui-même il a fait son évolution et puis il s'en va. Il se repentit, mais il a quand même fait des crasses, donc vilaines choses. Donc c'est pas pour ça qu'il a le droit de rentrer dans le cercle des amis et de ceux qui célèbrent la lumière, de ceux qui sont dans la lumière. Et je trouve que cette scène est hyper forte et où tu te dis ouais, c'est un salaud, mais bon, quand même il a été un peu bien sur la fin, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est des méchants, des antagonistes qui sont extrêmement puissants. Mais qui sont réussis. Et qui sont réussis, mais il faut que ce soit subtil.
Oui, pas dans ta face direct comme ça, sinon ça marche pas. Et puis peut-être que ce soit subtil, et pour que ce soit subtil, il faut que ce soit crédible. Et c'est pas forcément facile, parce que si tu as décrit quelqu'un d'épouvantable pendant toute une histoire et que tout à coup il fait un truc chouette, faut que dans la construction de la personnalité du méchant, tu aies laissé cette possibilité. Ce qui nous amène à quelque chose qu'on va sans doute aborder, qui est tu dois mettre autant de soin, je pense, à construire la personnalité de quelqu'un qui n'est pas sympa que de quelqu'un qui est sympa. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit dans des histoires où c'est parfois un peu moins réussi, c'est que le méchant, il n'a pas été travaillé. Enfin, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, mais le méchant n'a pas été travaillé. C'est juste un gars qui est méchant, quoi. C'est bien. Alors, en parlant de ça, comment on travaille son méchant ? Comme le gentil. Comme le Jean gentil. Comme le Jean méchant, c'est le Jean gentil. Un petit coup pendant que tu te moques. Attends, ma langue, elle fait des trucs. Non, mais voilà. Pour réussir un méchant, un vilain, un antagoniste, il faut effectivement, c'est ce que je disais, le caractériser. Comment on s'y prend ? Oui. Faut lui donner un background, je pense. Faut lui donner un contexte. Faut pas qu'il soit parachuté dans l'histoire sans qu'on sache d'où lui viennent ses motivations, et quand ce sont des motivations malfaisantes, il faut qu'on sache ce qui l'a amené à devenir malfaisant. Donc d'un point de vue très pragmatique, tu prends un bon personnage, tu le détruis complètement, au point que c'est irrécupérable et ça devient un méchant. Oui, alors avec des nuances. Mais oui, après, alors, c'est vraiment un épisode philosophique. L'homme n'est-il bon ou n'est-il mauvais, ou n'est-il comme naître? Je bloquais là sur la mais t'as pas fait ça en philo il y a très longtemps. Donc comme naissance. J'ai fait un bac de maths, moi. Ouais, moi aussi, mais on m'a forcé à faire de la philo. Oui, mais alors 1 heure. C'est ça. On vous dit pas la note qu'on a eue parce que ce n'est pas le sujet. Ça m'intéresse beaucoup plus à 50 ans que quand je passais le bac. Mais évidemment, comme la lecture des classiques. L'homme n'est-il bon ou est-il mauvais ? Voilà. Et c'est finalement le fond de la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une influence on est dans des choses de base, mais des choses de base qui peuvent suffire. C'est-à-dire que imaginez un enfant qui a été maltraité, qui a été mal aimé, qui a été envoyé en orphelinat, où on l'a battu. On est un peu dans Dickens qui force le trait. Bon, il faut un peu plus que ça, parce que sinon tous les enfants qui ont été battus seraient des tueurs en série, tous les enfants qui ont été malmenés, etc. Donc il faut une raison, mais il y a probablement autre chose de l'ordre du conflit interne qui va faire basculer votre personnage vers le côté vilain, méchant, etc. Puis c'est cette chose-là qu'il faut bien définir. Alors faut pas le mettre dans le premier paragraphe de présentation du vilain. C'est pas de l'infodump comme on dit, mais petit à petit, il faut qu'on comprenne ce vilain dans ce qu'il a amené à devenir comme ça, dans ses racines de vilain. Au même titre que vous le feriez pour votre personnage principal, il faut le construire de cette manière aussi pour l'antagoniste. En sachant que ça peut être aussi par petites touches. On n'est pas obligé de faire toute sa biographie. C'est ça la subtilité. On le découvre petit à petit, principalement au travers de ses actes. Un petit peu aussi, peut-être, si on est dans sa tête, ça dépend comment on écrit, notre point de vue d'écriture. Mais on doit comprendre ce conflit. Il a un conflit interne, tout n'est pas blanc. C'est impossible d'être un être humain et de voir tout en blanc ou tout en noir. Mais il faut donc qu'on ait des conflits internes et ils doivent transparaître d'une manière ou d'une autre. Alors, comment t'as fait, toi ? Donne-nous un exemple par rapport à un de tes méchants. Je suis comme ça. Si je reprends mon méchant de totem, il est persuadé que l'avenir de l'homme est dans la transcendance d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire il est persuadé que pour éviter
pour assurer l'avenir de l'homme au sens général, il faut que sa pensée, son âme, ce qui le caractérise de manière intérieure, puisse être transférable dans un ordinateur. Ouais. Pour prouver sa pensée, et pour y arriver, eh ben, il passe par des choses répréhensibles. Par exemple, il va pour faire des expérimentations, parce qu'à un moment, il essaye de mettre en pratique. Voilà, il va enlever des gens, etc. Il sait que c'est pas bien, mais dans sa balance de calcul, bien versus mauvais, comme au final son objectif est meilleur pour l'humanité, il s'accorde le droit de tuer ou de faire des expériences malheureuses, comme il appelle ça, quelques-unes pour le bien commun. Pour l'intérêt scientifique. Son problème est dans l'équilibre bien-mal, et son éthique personnelle, elle est vraiment biaisée par rapport à ça. Et comment tu l'amènes ? Comment tu le fais comprendre ça, cette question de pourquoi son éthique personnelle est biaisée ? Enfin, sans tout dévoiler ton livre, bien entendu. L'idée est intéressante de la transcendance. C'est une idée qu'on peut... Le moyen utilisé est discutable. Il est même très négatif, pour le coup. Mais l'idée de la transcendance est une idée qu'on a le droit de se poser. C'est-à-dire, est-ce que... Il y a aussi l'idée de ne pas mourir. Non, mais je te parle pas de justifier la chose. Je te demande comment tu le... Eh bien, en présentant son idée, son but final, d'une manière, petit à petit on découvre pourquoi il fait les choses. Alors c'est pas tout d'un coup, c'est au fur et à mesure de l'histoire, les pièces d'un puzzle s'assemblent de manière à comprendre finalement quel était son but et pourquoi il fait les choses. Et ça nous permet de comprendre finalement, au départ tu peux dire c'est un tueur en série qui enlève des SDF et puis s'il est juste malade dans sa tête, on va trouver la raison. Et au final il a un raisonnement derrière qui l'amène à faire ça, et qui si tu acceptes ce petit point de bascule qui est de se dire finalement, est-ce que j'ai le droit de tuer 2 personnes ou 5 personnes pour sauver 8 milliards de personnes, à partir du moment où tu fais cette bascule-là, tu rentres dans son camp et tu comprends sa façon de voir les choses. Alors, je comprends complètement. Après, ma question est plus, toi, techniquement, en tant qu'auteur, comment est-ce que tu as fait pour donner cette information à ton lecteur ? Est-ce que c'est au travers de dialogue ? Est-ce que c'est au travers de sa pensée ? Non, c'est au travers de la reconstruction de son parcours faite par les policiers. Ah, d'accord. Donc, c'est l'enquête. Ils font un travail de profiling. Est-ce qu'il y a un mot français pour ça ? Ils font un... Je sais pas, je suis en train de chercher. Un portrait psychologique. Oui, voilà. Et ils ne peuvent le faire qu'au travers des actions qu'il a menées, puisqu'ils enquêtent sur des meurtres au départ, et d'autres choses qui ont été faites. Et donc, tu vas creuser le passé de la personne qui est suspecte, etc. Et à force de rassembler des éléments de preuve, tu construis une image mentale de cette personne et de pourquoi elle fait les choses. Et c'est comme ça qu'on découvre, et que le lecteur aussi découvre le vrai pourquoi, la vraie raison de ce méchant-là, de cet antagoniste. Ouais, donc, et puis parce qu'on comprend sa motivation, enfin, pas la manière de la mettre en œuvre, mais la motivation à la base, il n'est pas totalement considéré. Enfin, on peut lui donner des circonstances atténuantes, est-ce qu'on pourrait le dire comme ça ? Ouais, ça l'humanise un petit peu, dans le sens où finalement, il veut que le bien de l'humanité. Alors, on touche à toutes les questions de la morale et de l'éthique. Oui. Puisqu'il les transgresse, mais au final, son objectif était plutôt positif, ou est plutôt positif. Alors après, poussé à son paroxysme, quand on se met à, justement, on l'évoquait tout à l'heure, à travailler des antagonistes qui ont des bonnes raisons de faire ce qu'ils font, c'est aussi assez intéressant d'en faire des héros, totalement. Des anti-héros. Des anti-héros, mais qui sont le héros au sens, c'est le héros de l'histoire. Et puis tu te places du point de vue du méchant. Comme dans des... C'est peu fait. C'est peu fait, mais alors encore une fois... Il y a une raison. Mais dans la série Dexter, par exemple, c'est pas ça le truc ? C'est pas un tueur en série ? Oui. Je l'ai pas vu, mais je crois le truc, c'est... Dexter, c'est traité avec je l'ai pas vu la non plus, je crois que j'ai vu.
Je crois que j'ai vu quelques épisodes. Ouais. Il me semble que Dexter, c'est un expert médico-légal qui fait des prélèvements et des choses comme ça sur des scènes de crime et qui fait sa propre justice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est convaincu qu'une personne a fait quelque chose, il va la découper dans son jardin. Et comme il est expert médico-légal, il est la meilleure personne pour pas se faire prendre finalement. Je crois que c'est ça la base de la série. Et ça pose des questions du même genre, très philosophiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit, à partir du moment où on a identifié quelqu'un, est-ce qu'on a le droit de faire sa propre justice? Est-ce qu'on a le droit d'aller jusqu'à tuer quelqu'un? Puis après tout, je vais gagner mon point Godwin, mais si on avait la capacité d'envoyer dans le temps quelqu'un tuer Hitler, est-ce qu'on aurait eu toutes les merdes qu'il y a eu derrière avec les déportations, etc. C'est des questions toujours intéressantes et qu'on peut se poser virtuellement pour... Oui, puis on peut se les poser tout à fait gratuitement parce qu'on n'a pas trouvé le truc, du contraire. Si, dans Terminator, il voyage. Oui, mais Terminator, tu m'as dit que c'était plus compliqué que ça. Alors, moi, j'ose plus parler de Terminator. Je sais plus quelle était ta question, mais oui. C'était est-ce que on peut faire une histoire qui tourne juste autour du héros? Alors, le problème qu'on a, ma réponse c'était ça, j'ai tendance à dire non si c'est un pur antagoniste, parce que si tu veux qu'un lecteur s'intéresse à ton histoire, il faut qu'il ait une certaine capacité à se projeter dans le héros. Oui. À s'y attacher, à s'y projeter. Donc, est-ce que tu te visualises comme quelqu'un qui est capable de découper des gens? Alors oui, t'es médecin. Donc, mais au-delà de ça... Tout à fait relativement, et puis je les enterre pas dans mon jardin. Non, puis t'as fait un serment... Ouais, c'est vrai. Donc c'est qui t'oblige met une barrière. Voilà, qui est, à mon avis, hyper important dans la pratique de la médecine. Parce que sinon, on ferait des expériences du genre de mon super méchant, de mon thriller. Oui, alors je pense que même si j'avais pas prêté serment, je partirais pas là-dessus. Mais tu auras du mal à t'identifier avec quelqu'un qui découpe les gens à la tronçonneuse. Donc, en faire le héros principal d'une histoire, ça me semble plus difficile. Ou alors si tu traites vraiment la chose par... si tu es vraiment dans l'humour noir et dans... ou dans le moi moche et méchant, oui. Oui, mais voilà, mais tu reviens... Détourné complètement. Mais en fin de compte, c'est ce que je disais, on n'arrive pas à avoir quelqu'un d'absolument abject. Ce ne sont pas des antagonistes. Oui, c'est ça. Puisque eux-mêmes, ils vont avoir un antagoniste dans l'histoire. C'est ça qui va les faire avancer. Oui, absolument. Oui, parce que c'était ça. C'est-à-dire que en fait, c'est toute une question d'identification, parce que tu vas te dire au départ, ok, celui-là, c'est le méchant, c'est celui que je suis censé, en tant que spectateur, détester. Peut-être, quand le contraste est poussé à son paroxysme, tu vas avoir un autre personnage qui va figurer le bon, le héros, et puis t'apercevoir à la fin que c'est l'inverse. C'est ces twists d'intrigue qui d'ailleurs sont quand c'est réussi, c'est super bien. C'est super bien, parce que tu t'aperçois que t'as rien compris, en fait. Et ça, je trouve ça chouette. Est-ce qu'on a des recettes? Est-ce que tu as des recettes pour réussir à faire ça, à balader ton lecteur avec le bon et le méchant et le bon En tout cas, je pense qu'il faut viser 4 points pour réussir un bon antagoniste, un bon vilain, au sens, si c'est une personne, principalement. Dis-nous. Premier point. Je pense qu'il faut... j'ai pris des notes, donc je relis ce que je m'étais mis de côté. Il faut donner un cœur à ce vilain. C'est-à-dire qu'il faut l'humaniser, il faut que le lecteur arrive à le comprendre. Donc, c'est pour ça que je te disais qu'il faut une personne bonne, qui lui est arrivé à qui il est arrivé quelque chose de vraiment moche et méchant, qui l'a transformé au point qu'il agit comme un antagoniste et comme un vilain. Et dans ce sens-là, il faut qu'il ait un certain conflit interne, donc il faut définir ces choses-là. C'est une première chose. Un deuxième point, ça serait de lui donner un motif. Il faut qu'il ait une vraie raison justifiable dans son monde de vilain pour faire ce qu'il fait. S'il tue juste au hasard, si on parle d'un tueur, parce qu'il peut,
Il y a oui, pas le vraiment de méchant raison. gratuit, il fait ça parce qu'il est méchant. La gratuité va pas fonctionner, ou en tout cas, on s'éloigne du vilain réussi. C'est un vilain qui existe, mais personne va s'y attacher, on le comprend pas, parce qu'il y a rien à comprendre, donc il y a pas d'intérêt finalement à le raconter. Et puis il va pas faire peur parce qu'il va pas être crédible. Parce qu'il y a ça aussi, alors ça dépend peut-être, je nuancerais, ça dépend le genre dans lequel on se situe. Mais si, ça dépend ce qu'on veut faire, parce qu'on peut parfois jouer avec cette image. Tout ce qu'on annonce là, on peut s'en éloigner. On peut s'en éloigner, évidemment. et puis tout dépend de quel est notre objectif en tant qu'auteur. Mais si notre objectif en tant qu'auteur est effectivement de construire un héros malfaisant, crédible, il faut qu'il y ait ces critères-là et qu'il y ait de la consistance et qu'il y ait de l'intention. Donc un conflit interne, il faut qu'il ait des raisons ou un motif à faire ce qu'il fait. En fait, ce qui se passe dans la tête du méchant, de l'antagoniste, c'est que pour lui, c'est lui le héros. Et oui. Il a des antagonistes en face de lui qui l'empêchent d'atteindre son objectif et son but. Et ça doit transparaître d'une manière ou d'une autre. Il faut que ça soit subtil, mais il faut quand même qu'on le comprenne en tant que lecteur. Il peut avoir ses bons côtés. Je pense que c'est ce qu'on dit depuis finalement le début de cet épisode. C'est toujours jouer sur cet équilibre un petit peu subtil. Il n'y a rien de complètement noir ou de complètement blanc. Et ça peut être quelqu'un d'absolument épouvantable. Je veux dire, c'est le cliché classique du tueur qui tue 25 personnes et puis sur la route, il voit un petit chat blessé et puis il le ramasse pour le soigner, quoi. C'est très caricatural, mais oui, c'est un petit peu ça quand même, parce qu'on va se dire, mais quel salaud! Oh, le petit chat! Moi, j'ai un tueur à gages qui aide les mamies à traverser la rue. Quoi. Voilà. Parce qu'il a des valeurs... on l'a bien éduqué, quelque part. Voilà, mais et ça si reste on un tueur demande à à la gages. mamie, elle va trouver qu'il est très il est charmant, gentil, ce bien jeune homme. habillé, il parle bien, et c'est un de ses points forts, c'est qu'il se glisse dans la société sans problématique particulière. Et que c'est sincère. En plus, oui, il a vraiment envie d'aider la vieille dame à traverser la rue, parce que sinon elle risque de se faire renverser. Par contre, si elle rentre dans sa liste de cibles, il va la dézinguer comme les autres. Exactement. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que le lecteur soit... Il faut essayer de le surprendre. Bon, de toute manière, en général, c'est un peu ce qu'on se conseille. Et l'emmener sur une voie qui semble toute tracée et puis prendre un virage auquel il ne s'attendait pas tout à coup, c'est ça qui va faire le sel de l'histoire et qui va faire que cet effet un petit peu waouh et cet effet « Ah ouais, quand même, là je le voyais pas comme ça. Tiens, il est intéressant ce personnage. » C'était le troisième point ? Non, c'était le deuxième. Ah, pardon. J'ai mal suivi mon truc. Voilà, troisième point. Troisième point. Comme pour notre protagoniste principal, il faut clairement définir, même si ça n'apparaît pas clairement dans l'histoire, mais pour le construire correctement, il faut définir ce que croit vouloir l'antagoniste et en opposition à ça, ce qu'en fait il a vraiment besoin pour son arc narratif. D'accord, développe-moi un petit peu. Il croit que quand il aura tué tous ces personnes qui font tel et tel agissement, il aura enfin fini sa quête, sa mission, etc. Et en fait, ce qu'il a besoin, c'est de tuer toujours le même stéréotype de personne, etc. Donc c'est un vouloir versus un besoin. Ça, il faut définir les deux, ils sont pas tout à fait pareils. Ouais. Pour faire toujours dans les clichés, on croit que quand on aura acheté la dernière BMW, on sera beaucoup plus heureux. Et en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'un véhicule qui nous amène de A à B. Oui. Voilà. Pour faire vraiment à la serpe, c'est ça. Il faut que ça soit plus subtil, il faut que ça soit plus de l'ordre interne, mais ça doit exister aussi pour notre antagoniste. Donc il faut le définir aussi bien qu'on va le définir pour notre personnage. Et ce qu'on a principal. besoin, c'est d'un véhicule qui nous amène de A à B, mais ce qu'on a besoin et qui fait qu'on va aller chercher la BMW ou l'ancien modèle, le nouveau modèle d'iPhone, alors qu'on a tous les autres, c'est aussi la dimension du regard de l'autre et d'exister à travers le regard de la société. Il y a plein de fausses bonnes raisons. Plein de fausses bonnes raisons. Donc c'est vrai que, mais ça c'est tout ça qui va être dans la construction du personnage, qui va, encore une fois, je le redis, mais le rendre crédible. De la profondeur et de la crédibilité. Et avec une cohérence. Et c'est vraiment important que le méchant, dans sa logique, dans la logique
éventuellement irrationnel, à savoir, irrationnel ou contre la morale de vouloir tuer des gens, etc. Il faut qu'il y ait une cohérence. Et ça aussi, ça fera la crédibilité du personnage. Que si c'est mis un but et une éthique qui est la sienne, qui n'est pas l'éthique, on va dire, normale, encore une fois, épisode philosophique, qu'est-ce que la norme ? Mais arrêtons-nous. Il faut qu'il s'y tienne, d'un bout à l'autre. Mmh. 4e point. 4e et dernier point, éviter d'en faire un cliché. Alors, c'est cliché de dire ça, mais si on a déjà répondu aux 3 premiers points, on s'en éloigne bien du cliché. Oui. Mais il faut s'éloigner du stéréotype, c'est-à-dire le vilain fait ça, enfin l'antagoniste fait ça dans l'histoire, et évidemment qu'on s'y attendait puisque c'était un vilain. Il faut lui donner un peu plus d'aspérité, un peu plus d'inattendu. Il ne faut pas rester dans les stéréotypes attendus d'un vilain. Tu vas me demander un exemple, donc je te le donne. Celui que j'écris en ce moment, c'est un tueur à gages qui est à la limite de l'autisme ou de l'Asperger, enfin froid et calculateur, et c'est la raison pure, et il fait les choses parce qu'il a calculé. Et j'en dresse un tableau sous ce biais-là, et il va quand même faire des erreurs de calcul, et il va quand même faire des erreurs, et ça le rend un petit peu humain, et ça l'éloigne un petit peu du stéréotype qu'on a déjà vu dans plein de films du mec qui fait jamais d'erreur, quoi. Donc il faut s'éloigner un tout petit peu de ces choses-là. Faire des erreurs et puis douter. Est-ce que l'antagoniste qui peut être attachant, c'est peut-être aussi l'antagoniste qui, par moments, se remet en question ? Alors oui, mais on revient sur notre premier point, c'est qu'il faut donner du conflit interne à notre antagoniste. Donc ces doutes-là vont abreuver le conflit interne. C'est-à-dire, je fais ça pour le motif qu'on a défini, mais est-ce que j'ai raison de m'y prendre comme ça ? Ah, mais oui, j'ai raison. Ouais. Tu vois, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Ça, c'est des choses que tu amènes qui apportent de la subtilité à ton personnage et de la profondeur. Ça reste un être humain, même s'il fait des choses de vilain. Ouais, pour qu'on s'en souvienne. En somme, finalement, quand on réfléchit, c'est les méchants, les antagonistes dont on se souvient le plus, c'est justement ceux qui sont construits jusqu'à des fois éclipser le héros. Peut-être ça va nous permettre d'amener la conclusion. Quels sont les principaux vilains que tu as adoré détester ? Mais en fait, ceux auxquels je pense sont en l'occurrence ceux dont je découvre à la fin que c'était pas des méchants. Et donc c'est un petit peu biaisé parce que c'est quand j'arrive à la fin de l'histoire que je me dis ah ouais, mais alors du coup comme en fait c'était pas un méchant, c'était très fort. Comme je pense bon spoil. Hein. Pas grave. Tant pis pour vous. Attention, on a prévenu, attention, on va spoiler. Ah oui, on va spoiler. Mais alors, en plus, on va spoiler un truc que la moitié de la Terre a vu ou lu, à savoir Harry Potter. Ce qui veut dire que la moitié de la Terre va être spoilée. Donc, C'est ça. Ouais, nous, on a de l'importance dans Duo de Plume, faites attention. Et l'autre moitié de la Terre, s'il vous plaît, n'écoutez pas les 5 minutes qui viennent, de Rogue, le professeur Rogue dans Harry Potter, ou sur 7 tomes ou 8 tomes, je crois, la série, parce que le dernier, c'est en 2 tomes. C'est un salaud. C'est un salaud, c'est vraiment l'adversaire. Enfin, c'est un des adversaires de Harry, parce que l'adversaire, évidemment, principal reste... celui dont on ne dit pas le nom. Exactement, dont je vais bien m'en garder. Mais c'est quand même, de manière plus accessible, vraiment le prof qu'on n'aime pas. Et il est détestable avec Harry, détestable avec tout le monde et détesté de tout le monde. Il faut vraiment arriver aux derniers épisodes pour comprendre qu'en fait, il n'y a jamais eu un plus gros soutien pour Harry, puisqu'il va donner sa vie, et c'est prévu du départ qu'il se sacrifiera à la fin, mais ce qui n'enlève rien au fait que c'est quand même un salaud, parce que quand tu il fait des choses quand tu relis ou que tu regardes à nouveau la série, tu te dis bon, ouais, on sait qu'il est sympa, mais quand même il prend du plaisir à le martyriser, ce pauvre gamin, quoi. Donc c'est là qu'il est bien construit. Il est exceptionnel, ce personnage. Mais on ne peut pas vraiment considérer, au final, que c'est un vrai méchant. Mais moi, c'est ce que je préfère
Souvent, c'est ces personnages. Alors, c'est cet exemple qui vient, et malheureusement, je n'ai pas d'autres qui me viennent là tout de suite, mais c'est ces personnages dont on découvre à un moment ou l'autre de l'histoire, mais de préférence dans une deuxième partie et tardivement, qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris que c'était pas le vrai méchant. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ce qui fait qu'en fait, j'aime bien les gens qui sont gentils, je pense. La conclusion, c'est la conclusion. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Et voilà, quelle est ta conclusion ? Je ne sais pas si on en est déjà à la conclusion. Je vois que tu tournes la page de ton carnet, il y a encore plein de trucs écrits. Alors vas-y. Très inspiré par le sujet, Cyril. Non, mais j'avais fait quelques recherches et j'étais tombé sur une vidéo d'une autrice qui expliquait comment des petits trucs et astuces qu'elle utilisait aussi pour donner un peu de sel, donner un peu d'envie par rapport à ses antagonistes. Et ça rejoint un peu le plaisir que tu as avec les twists, avec le changement. Notamment, elle disait que cacher son antagoniste en pleine vue. Oui. Le vrai antagoniste, le vrai vilain de l'histoire, c'est, je sais pas, le meilleur ami du héros. Meilleur ami du héros. Ça c'est vrai. Et on fait un twist à la fin, et ça, c'est un grand plaisir de lecteur de découvrir ça. Parce qu'en fait, quand tu y repenses, il y a plein de choses où tu dis ah mais oui, mais parce que tu vois. Et c'est là où tu sèmes ces petits indices tout au long. Carrément. Et ça marche vraiment bien. Donc le cacher en plein. Ouais, c'est le twist inverse du méchant qui devient le gentil à la fin, mais ça marche tout aussi bien. Ouais. Ce qui va fonctionner aussi. Pareil, ça rejoint un petit peu, c'est de donner à ton protagoniste principal une vraiment bonne raison d'épargner, au final, le vilain, l'antagoniste. Il y a un moment, dans une aventure ou quelque chose comme ça, où le méchant de l'histoire va être à la merci du héros, il va enfin gagner, et il a le choix entre lui mettre une balle entre les deux yeux, et en finir, et qu'il soit plus un vilain pour tous ces gens, et ne pas le faire, et lui donner une bonne raison de ne pas le faire. Parce que c'est la raison précédente, c'est son meilleur ami. Par exemple. Mais ça peut être autre chose. Ouais. C'est un bon dilemme, truc. Parce que voilà, ça crée des conflits, est confronté à un dilemme. Et on adore les conflits. On adore les conflits, et on se dit, à partir du moment où le lecteur va se dire qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place, on a gagné, quoi. Et puis il y a le classique de clairement identifier un antagoniste en début d'histoire, mais en fait c'était pas celui qu'on croyait, et il y a un vrai vilain derrière tout ça, et on le découvre après. Et donc quelque part faire une fausse piste, emmener ton lecteur vers un méchant dans l'histoire. Faut pas exagérer les choses, parce que quand ça devient trop gros, on voit un peu la ficelle. Mais tu sais, dans une classe, chez Harry Potter, le petit blond là, qui est j'ai oublié son Drago Malfoy, qui est une petite peste. Une tête à claque. On baffé tout le long. C'est ça. Mais c'est pas vraiment l'antagoniste de l'histoire. Mais non, il est pas top quand même. Il existe, il est pas top. Et à la fin, il fait des choses. Ouais, il essaye de se récupérer un petit peu. Il y a un petit côté repenti aussi qui est intéressant. Donc, oui, c'est vrai. Donc oui, et au début, on pense que c'est lui le vilain, parce que, en tout cas dans le premier épisode, c'est la personne la plus... À part, une fois qu'on a éliminé l'oncle et tante de Harry, oui. C'est lui qui a le plus mauvais comportement envers avec Harry. Rogue, mais en l'occurrence, Rogue, c'est son chouchou. Donc, voilà, il y a une entité l'un à l'autre. Oui, absolument. Et puis, donner à notre antagoniste un arc narratif qui lui permet de changer pour du positif. Donc, pas tous les vilains n'en ont besoin, on peut pas donner cette possibilité à tous nos antagonistes, mais s'il y a une possibilité de repenti, ça rend les choses intéressantes. S'il y a une possibilité qu'ils changent pour du mieux, qu'ils changent pour du moins pire, à condition que ça devienne pas le héros complet de l'histoire, ça peut rendre de la profondeur, et ça peut rendre le vilain très intéressant. Et puis qu'il le fasse ou pas. Il faut que j'arrête de dire vilain, c'est vilain. L'antagoniste. Oui, c'est pas tant de t'apercevoir après 1 heure d'enregistrement. Je l'ai beaucoup utilisé. La possibilité de rédemption, la possibilité de repenti est intéressante. Notre invité arrive. Alors on va conclure. Voilà. Donc on a fait...
On a fait le tour de comment définir, comment réussir un bon antagoniste. En tout cas, on vous a donné certaines pistes. Si vous en connaissez d'autres, on est preneurs. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous amener vos idées par rapport à ça. Et puis, on vous dit à dans 15 jours. Au revoir Cyril. Salut. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.